Depuis le 31 décembre 2019, nous vivons sous l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose qui mène nos vies, et c'est l'infâme COVID-19. Le gouvernement et les médias canadiens dédient presque tout leur temps à cette pandémie qui ravage notre monde. Cette maladie cause beaucoup de morts pour le moment, mais elle n'est pas aussi mortelle qu'on en a l'impression. Une de ces maladies très mortelles qui, selon certaines régions, cause plus de morts que de survivants est la bactérie mangeuse de chair. Comme vous avez sûrement compris, nous parlerons dans cette vidéo de la bactérie mangeuse de chair, qui est connue aussi sous le nom de Facilite necrosante. En gros, c'est une infection due aux bactéries pathogènes, connues sous le nom de Streptococcus de groupe A. Donc, elle se généralise rapidement et atteint les couches sous-cutanées et la couche adipeuse. Nous vous expliquerons mieux cette définition au cours de la vidéo. Avant de connaître comment la maladie s'attrape, il est important de savoir où est-ce qu'elle habite. Donc, le streptocoque de groupe A est la bactérie qui est le plus souvent responsable de la majorité des cas de bactéries mangeuses de chair. Elle fait partie du microbiote humain et est présente sur la peau, dans la gorge ou dans le nez des êtres humains. Avec cette information, Brendan sera en mesure de nous dire comment cette bactérie s'attrape. De façon générale, il existe plusieurs façons de contracter la bactérie mangeuse de chair. Pour simplifier les choses, je vais diviser les antécédents communs des infections en trois types. L'infection de type 1, impliquant typiquement le tronc et le périnée, résulte d'une infection polymicrobienne comprenant habituellement les streptocoques du groupe A. Le diabétique est plus exposé au risque de fasciite nécrosante de ce type, et ces infections produisent souvent des gaz dans les tissus mous, rendant leur manifestation similaire à celle de la gangrène gazeuse. L'infection de type 2 se trouve à affecter les patients plus jeunes qui ont peu de problèmes de santé documentés, mais ils peuvent avoir des antécédents d'utilisation de drogues intraveineuses, de traumatismes ou de chirurgie récente. Pour que vous compreniez à quel point ce type d'infection est grave, voici un exemple. Lorsqu'une personne utilise une aiguille sale ou n'a pas reçu le meilleur bandage à la suite d'une chirurgie invasive, la bactérie départ directement à l'intérieur du corps et parfois même dans le système sanguin, voulant dire que les premières étapes d'avertissement sont sautées. De plus, étant donné la condition des patients, leur taux de mortalité est environ le double. Ensuite, l'infection de type 3, habituellement associée à la bactérie Vibrio vinificus, une bactérie aquatique. Cette bactérie entre dans le corps typiquement lorsqu'une personne avec une blessure ouverte se baigne dans de l'eau insalubre. En fait, l'idée synthèse dont vous devez retenir est que chez environ 50% des patients, la maladie commence au site d'une blessure de la peau telle qu'une brûlure, une piqûre d'insecte, une coupure, un bouton de varicelle ou une incision chirurgicale. Donc, pour poursuivre dans le même ordre d'idée que ce que Brendan disait, une autre manière de contracter la maladie est si on est victime d'un traumatisme profond. Donc, un traumatisme où aucun corps étranger n'entre dans l'organisme. C'est le cas entre autres de si on a par exemple un bleu, une rupture au niveau d'un tendon, un étirement musculaire ou même une entorse. Donc, ces traumatismes-là peuvent tous être à la base du développement de la fasciite nécrosante. Mais, mis à part ces traumatismes, il existe ce qu'on appelle des prédispositions que certaines personnes ont qui font en sorte qu'ils ont plus de chances de développer la maladie que les autres. Par exemple, quelqu'un qui aurait la varicelle ou qui souffrirait de diabète ou d'alcoolisme aurait plus de chances de développer la maladie que la moyenne des gens. Donc maintenant, on va s'attarder à la prévention, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour tenter de diminuer le plus possible le taux de contagion et de contraction de la fasciite nécrosante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il y a déjà une grande partie de la population qui est porteuse de la bactérie qu'on appelle streptocoque du groupe A, qui est la bactérie qui cause le plus grand nombre de cas de fasciite nécrosante. C'est pas nécessairement un problème, surtout si on prend les précautions nécessaires. Donc, ce qui est important de faire, c'est de bien laver puis désinfecter les plaies, même si elles peuvent sembler mineures. On veut également essayer de garder les bandages au sec le plus possible. C'est important aussi d'observer la rougeur autour des plaies. Donc, si elles semblent grossir anormalement ou s'étendre à des tissus voisins, ou même s'il y a une douleur soudaine qui apparaît, c'est important de contacter un médecin le plus rapidement possible pour qu'il puisse prendre en charge le traitement. Puis finalement, c'est important de s'assurer, si on prend des médicaments par injection, que l'aiguille est stérile avant de s'injecter quoi que ce soit. Je vais laisser la parole à Ariane pour qu'elle continue sur la prévention.
Bonjour! Pour faire suite à ce que Mathilde vous a expliqué avec la prévention de la maladie, il est important de savoir qui sont les personnes les plus à risque d'être atteintes de cette bactérie. Malgré le fait que nous ne pouvons pas déterminer à l'avance les personnes qui peuvent être touchées par cette bactérie, certains facteurs semblent revenir fréquemment chez les patients, comme la présence d'une maladie chronique comme le diabète, la présence d'un système immunitaire affaibli, des contacts récents avec une personne atteinte de la bactérie, la présence de coupures ou de blessures mal soignées ou d'une chirurgie récente. D'autres facteurs possibles sont aussi l'obésité, la toxicomanie par voie injectable, l'insuffisance vasculaire périphérique et l'hémopathie maligne. Alors, si vous avez l'une de ces conditions, il est primordial que vous soyez attentif à vos symptômes pour prévenir l'apparition d'une bactérie de ce genre. Par contre, environ 25% des patients n'ont pas de fraction cutanée. Ensuite, comme toute autre maladie, celle-ci a des facteurs de contagion. On estime que de 15 à 30% des individus sont porteurs du streptocoque, mais celui-ci ne cause habituellement aucun symptôme ou encore moins des maladies. Ainsi, la facite nécrosante peut se transmettre comme n'importe quel microbe, mais elle ne cause aucune infection dans l'immense majorité des cas. Le streptocoque du groupe A se transmet par le contact avec la salive ou le mucus de la bouche, du nez ou de la gorge d'une personne infectée qui peut ou non présenter des symptômes. Lorsque la personne atteint tousse ou éternue, la bactérie se propage par des gouttelettes en suspension dans l'air. Vous pouvez par la suite vous infecter en inspirant ces gouttelettes ou en touchant des objets contaminés, en vous touchant les yeux, les muqueuses ou encore en portant les mains à votre bouche. Merci Ariane. Donc, suite à une contagion ou pour savoir si vous avez été infecté d'une manière ou d'une autre, nous avons fait ressortir les symptômes les plus courants. Donc, les symptômes de la bactérie mangeuse de chair sont une forte fièvre, des frissons, des rougeurs dans la région qui est infectée qui se transforment rapidement en douleur intense. Donc, cette douleur peut être parfois disproportionnée par rapport à la grosseur de la blessure. Donc, ça peut être une douleur extrêmement intense pour une blessure qui est minuscule. La peau devient violacée, chaude, marbrée et elle enfle rapidement. Elle peut aussi parfois présenter des signes de nécrose qui sont des plaques noires. Des bulles de gaz peuvent se former sur la peau et le liquide de ces cloques est marron, aqueux et parfois nauséabond. Il pourrait y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque et une détérioration mentale qui va de l'état confusionnel jusqu'à la perte de connaissance. Parfois aussi, la tension artérielle peut chuter à cause des toxines qui sont sécrétées par les bactéries suite à la réaction de l'organisme à l'infection. Et ça s'appelle le choc septique. Parfois aussi, ça peut se rendre jusqu'au coma ou à l'hypotension. Les principaux signes cliniques lorsque les patients arrivent à l'hôpital sont la peau molle à 98%, suivie par de l'enflure et de la douleur à 80%. Cependant, dans les zones qui sont dénervées par des lésions nerveuses, la douleur peut être minime ou absente. Lorsque les symptômes se font ressentir, il faut se dépêcher. En effet, la bactérie s'étend rapidement, jusqu'à 3 cm par heure. Donc, la mort peut survenir en 12 à 24 heures. Premièrement, ce qu'on doit savoir, c'est qu'émettre le diagnostic de fasciite nécrosante, c'est très difficile. La raison est que les symptômes ne sont pas spécifiques. Cela veut dire que les symptômes que le patient présente peuvent être attribuables à plusieurs maladies différentes. Cela fait en sorte que le diagnostic est souvent émis trop tard, causant beaucoup de dommages évitables. Cela étant dit, lorsqu'une fasciite nécrosante est suspectée, la base du diagnostic repose sur un examen clinique, des radiographies ainsi que des analyses biologiques. L'examen clinique consiste principalement en l'anamnèse, c'est-à-dire que le personnel soignant va prendre conscience des antécédents du patient et poursuivre avec un examen physique. Pour ce qui est des radiographies, l'imagerie par résonance magnétique ou IRM permet de détecter une dégradation de la graisse située sous la peau et une dégradation des fascias musculaires, soit les membranes qui enveloppent les muscles. L'IRM est une étape cruciale du diagnostic car elle permet aux médecins de détecter certains signes de la maladie, comme observer la présence de gaz dans la région atteinte. De cette façon, il est plus facile d'évaluer par la suite ce qui sera nécessaire de faire chirurgicalement. Au niveau des analyses biologiques, on procède à des analyses sanguines qui permettent de détecter s'il y a une augmentation du taux de globules blancs dans le sang, un signe qui généralement peut être attribuable à cette maladie. Le prélèvement de sang et de tissu va également permettre d'identifier certaines bactéries spécifiques à cette maladie. Et puis généralement, ces 3 grandes étapes permettent d'émettre un diagnostic. Par contre, une exploration chirurgicale est souvent nécessaire pour connaître le stade de la maladie.
J'imagine qu'à ce point-ci dans la vidéo, vous vous demandez comment la maladie se développe. En fait, la bactérie mangeuse de chair, c'est une maladie infectieuse grave qui se propage de manière extrêmement rapide. La maladie va être due dans la plupart des cas à une bactérie pathogène qu'on appelle Streptocoque du groupe A, comme on l'a déjà mentionné à quelques reprises dans la vidéo. Donc, la bactérie va premièrement s'attaquer aux tissus adipeux sous-cutanés, qui sont les tissus de graisse situés sous la peau, avant de s'en prendre aux tissus musculaires. La bactérie va engendrer ce qu'on appelle l'occlusion des vaisseaux sanguins. Donc, elle va venir fermer les vaisseaux sanguins jusqu'à un point où est-ce qu'ils vont être complètement bouchés. Ce que ça va faire éventuellement, c'est que les tissus dans la région touchée vont mourir par manque d'afflux sanguin. L'occlusion des vaisseaux va aussi entraîner le fait que la maladie se propage extrêmement rapidement parce que les globules blancs qui défendent le corps ne peuvent pas se rendre dans la région qui est infectée. On pourrait comparer ça à des soldats qui défendent un territoire. Donc, s'ils ne peuvent pas se rendre au territoire qui est attaqué, c'est sûr qu'il va devenir envahi de manière assez rapide. C'est ce qui se produit avec les globules blancs dans le corps. Comme les vaisseaux sont bouchés, ils ne peuvent pas se rendre à l'endroit où est-ce qu'il y a la bactérie, donc la bactérie se propage rapidement. C'est ce qui va mener éventuellement à la gangrène. Donc maintenant, on va s'attarder aux conséquences possibles. En effet, il y a plusieurs conséquences qui sont possibles suite à avoir contracté la fasciite nécrosante. L'une d'entre elles, c'est une perte de mobilité dans la région qui a été touchée, souvent due à une amputation. Sinon, on peut voir aussi une perte d'autonomie plus globale due à des interventions chirurgicales assez invasives. Dans des cas plus graves où la maladie s'est propagée à d'autres régions dans le corps, puis où elle a atteint les systèmes sanguins, ça va avoir causé différentes complications au niveau de plusieurs organes essentiels du corps, puis malheureusement, dans des cas comme ça, souvent ça va avoir entraîné le décès du patient. Par contre, malgré l'agressivité de cette bactérie et les nombreuses conséquences qu'elle peut produire, cette maladie est tout de même traitable. La première étape est de commencer le traitement antibiotique. Dans le cas d'une fasciite, les prélèvements microbiologiques du site opératoire doivent être effectués et apportés au laboratoire le plus rapidement possible. En attente des résultats, une antibiothérapie doit tout de même être commencée par des antibiotiques à large spectre. Par contre, les antibiotiques ont de la difficulté à pénétrer les zones nécrotiques peu vascularisées. Leur rôle est donc majoritairement de limiter la propagation de l'infection vers les zones saines. De plus, le traitement initial doit être administré par voie intraveineuse à l'hôpital. Aussi, une tanodensiométrie, plus communément connue sous le nom de CT scan, peut aussi être utilisée avant une intervention chirurgicale pour observer l'épaississement des tissus sous-cutanés, d'un corps étranger ou d'un abcès. Il permet d'évaluer l'étendue de l'infection. Par contre, le CT scan n'est pas toujours en état de différencier une fasciite nécrosante d'une cellulite qui, elle, ne nécessite pas d'intervention chirurgicale. Il serait alors possible d'aussi utiliser un IRM pour distinguer les infections pouvant être traitées médicalement et celles nécessitant une intervention. Par exemple, cette image montre un IRM d'un membre ayant la fasciite nécrosante et son évolution dans le temps. Par contre, si ces tests ne sont pas disponibles, il ne faut pas retarder l'exploration chirurgicale. Pour ce qui est de la chirurgie, elle consiste à faire une incision au niveau de l'endroit où la peau semble la plus atteinte et de retirer les tissus nécrosés jusqu'à l'atteinte d'un tissu sain. Ceci peut être facilité en mettant un doigt entre le tissu sous-cutané et le tissu qui se décolle facilement jusqu'à la visualisation d'une zone saine. Cette chirurgie doit être pratiquée par un chirurgien expérimenté puisqu'il s'agit d'une chirurgie large. L'étendue de l'incision est souvent sous-estimée et une incision insuffisante risque de provoquer une reprise de l'infection, alors qu'une trop importante peut conduire à l'amputation qu'il faut éviter à tout prix. Des réexplorations et des débridements complémentaires sont indispensables jusqu'au contrôle définitif du processus infectieux. Effectivement, les interventions multiples sont souvent nécessaires. Pour continuer sur la lancée d'Ariane sur les traitements possibles, après l'obtention des résultats bactériologiques et du geste chirurgical, l'antibiothérapie doit être diminuée à son spectre le plus étroit pour prévenir la sélection de résistance. L'antibiothérapie est poursuivie pendant 15 jours environ après l'intervention chirurgicale s'il n'y a pas d'extension de l'infection. Après l'intervention chirurgicale, la plaie doit être surveillée et évaluée fréquemment pour déterminer s'il sera nécessaire d'effectuer d'autres procédures chirurgicales. Le pansement est fait à tous les jours pour vérifier et contrôler l'infection. Idéalement, ces pansements sont faits au bloc opératoire sous anesthésie générale pour permettre une reprise de l'excision si nécessaire.
Puis, lorsque l'état de la plaie est favorable et que l'état général est stabilisé, il y aura une greffe de peau pour recouvrir l'ensemble des lésions. Il est important de mentionner que c'est un traitement de soins intensifs. Ces patients sont à risque de pertes liquidiennes, électrolytiques et protéiniques importantes. Lors de la prise en charge, l'équilibration d'un éventuel diabète et la correction d'une insuffisance rénale sont nécessaires dès le début du traitement pour assurer l'efficacité du processus. En somme, la bactérie mangeuse de chair est dévastatrice pour l'humain. Elle doit être diagnostiquée le plus rapidement possible pour éviter sa propagation ou des complications pouvant causer la mort. C'est pour cette raison qu'il est important de toujours observer les signes d'une infection lorsque vous avez une blessure, c'est-à-dire fièvre, douleur aiguë, une enflure rouge douloureuse qui s'étend rapidement et, dans le pire des cas, des bulles sous la peau. N'oubliez pas que dans le cas d'une infection grave comme la fasciite nécrosante, agir rapidement est ce qui fait en sorte que la personne atteinte se retrouve avec le moins de séquelles possible. Maintenant, merci de votre écoute, en espérant vous avoir appris davantage sur cette maladie effrayante.